Bonsoir, vous êtes sur El Marhalibiya. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscoop. Quel plaisir pour moi de vous retrouver. Je vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux et encore une fois, merci. Vous êtes des millions de téléspectatrices, téléspectateurs à nous suivre en Algérie, mais aussi en France et pas que, en Europe et notamment au Canada ou notamment aux États-Unis via le satellite. Encore une fois, on a une pensée à tous nos frères et sœurs en Algérie, notamment dans le cadre de la Covid. On en parle peu, mais la Covid qui sévit toujours autant, qui fait toujours autant de dégâts humains, aussi des victimes psychologiques dans les familles, à toutes les personnes qui sont décédées dans le cadre de ces incendies, des incendies qui continuent encore. On en verra quelques images tout à l'heure. Donc une pensée à ces personnes disparues, une pensée aussi à leurs familles, des familles qui sont aujourd'hui dans la douleur, aux enfants, à cette jeunesse qui va garder malheureusement des séquelles psychologiques pendant plusieurs décennies. On leur rendra hommage tout à l'heure. Avant de vous présenter mes invités et d'évoquer l'actualité en Algérie, comme le fait d'ailleurs la chaîne maintenant depuis bientôt 10 ans, je me devais de vous dire ces quelques mots. D'abord, dans un premier temps, comme chaque jour, je ne cesserai de le répéter, toute la direction se joint à moi et la rédaction pour vous remercier de votre fidélité, mais surtout les images, les vidéos, les informations que vous nous envoyez, que vous envoyez au monde entier, car c'est vous qui faites l'information et c'est vous qui transmettez l'information via les réseaux sociaux, via notre plateforme, notre média qui tant bien que mal essaie vraiment de relayer ces informations aux Algériens, aux Algériennes et aussi au monde entier. Soutenir El Marhalibiya, vous êtes nombreux, merci beaucoup, mais c'est tout simplement avant tout soutenir les revendications du peuple algérien qui maintenant vit des grosses difficultés depuis plusieurs décennies. Alors vous le savez, avec nos invités, nous tentons d'apporter des éléments de réponse, des réflexions, d'ouvrir les débats, les échanges. Nous essaierons, comme chaque soir, de donner la parole à un maximum d'invités, notamment énormément en Algérie. C'est pas facile de prendre la parole en Algérie, comme on le sait tous. La seule difficulté que nous avons, c'est d'avoir bien évidemment des invités faisant partie des autorités politiques, du chef de l'État et des personnes qui dirigent le pays actuellement. Même le chef de l'État a été invité à plusieurs reprises par mon ami collègue Jameldine Benchenouf, qu'on entendra tout à l'heure. Ces dernières semaines, malheureusement, l'Algérie a vécu et vit encore des semaines et des journées de folie. Je dis bien aucune actualité dans le milieu est en opposition. Toute actualité a son importance et toute actualité a sa priorité, bien évidemment. Je voulais vous dire ces quelques mots car hier, comme chaque dimanche, je me suis rendu à République. Il y avait une marche notamment République Nation et j'essaie de me rendre et de participer, notamment avec mes collègues, au rassemblement et aux marches, d'abord pour notre et pour mon implication personnelle, mais aussi pour El Marhalibiya qui, elle, se doit et se veut d'être au maximum près du peuple. Hier, plusieurs d'entre vous, encore une fois, sont venus à ma rencontre pour saluer le travail de la chaîne. Merci infiniment. Sans vous, la chaîne n'est rien. Et un grand merci surtout à un certain nombre d'entre vous qui sont venus pour m'interpeller, pour me voir et exprimer leurs interrogations et leur mécontentement. C'est ça, la démocratie. On va en parler en deuxième partie d'émission concernant la couverture de ce jeune ex-gendarme, Mohamed Abdellah, par El Marhalibiya. On en parlera en deuxième partie, mais c'est important que vous puissiez nous voir et vous puissiez exprimer vos interrogations et vos mécontentements. Merci, puisque El Marhalibiya, vous le savez, se doit de vous écouter, surtout d'informer et de couvrir un maximum d'actualités. Sachez que vous allez en voir quelques images tout à l'heure, maintenant depuis quelques jours. La chaîne en a parlé de par ses émissions. Certes, pas assez, jamais assez, mais il ne faut pas oublier l'autre grosse actualité que vit l'Algérie maintenant depuis ces derniers jours, mais nous comprenons bien évidemment que nous ne l'avons pas assez couvert comme toute autre actualité. Par exemple, hier, on me parlait encore des disparus. Donc ce soir, dans quelques instants, au programme, on reviendra en deuxième partie sur notamment la couverture de cette affaire par El Marhalibiya. Ce n'est pas pour rien car elle a suscité énormément d'interrogations, énormément d'émoi, d'incompréhension aussi sur les réseaux sociaux. On reviendra aussi, d'abord, que se cache-t-il derrière aussi ces interrogations? Est-ce que c'est réellement aussi une attaque organisée, par exemple? Est-ce un simple mécontentement de certains téléspectateurs concernant cette couverture ou pas? Je vous le disais, c'est une attaque orchestrée. Et on reviendra en première partie sur l'affaire de Mohamed Abdellah. Est-ce que l'Espagne est complice? Qui est responsable de cette extradition ou expulsion? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce une mesure administrative, par exemple? Est-ce que cela relève-t-il du droit commun?
On va rendre hommage quelques minutes maintenant, quelques petites minutes à ces disparus dans le cadre de ces incendies et on se retrouve tout de suite après avec nos invités. شفتك ترسم في ورد ابيض متشابك تحت السما زرقا قالوا لي من وقتك كنت تمد وتهاون نجمي من تلقى ما عرفتكش ولكن ما تأكد حسن فعالك في كل زنقة شفتك تقول احنا اليد في اليد تعلم وتغني للأفارقة بلادي الجزائر ما أدري واش صاير بلادي الجزائر ويا بلادي بلادي الجزائر ما أدري كاع واش صاير بلادي الجزائر سمعت عليك خير الكلام زين قالوا بار بوالديه وحنين شفت إنسان عاقل ورزين ومسالم إلى آخر حين راني نواسي قلبي الحسين ودموع تجري من العين اختارك رب العالمين تكون في الجنة مع الصالحين بلادي الجزائر ما أدري واش صاير بلادي الجزائر يا بلادي بلادي الجزائر ما أدري واش صاير بلادي الجزائر يا بلادي رسالتك رسالة سلام فيها الأمل فيها الأحلام تشوف الجزائر ديما القدام ويضوي في السما العلا احنا حلمك رايحين نحقوه واش تمنيت في عينينا نحطوه الطريق الحق عمر ما نخطوه والمنكر بالمحبة نطفوه اسمع لا مسمى يا جمال وفيك تجمع تجويد الخصال انت فنان تتفكرك الاشياء في الانسانية درس ومثال نطلبوا من الله يصلح الاحوال رقد هاني مرتاح البال الجزائر مات عليها رجال وباش يفرقونا محال وما أدري كاع واش صاير بلادي الجزائر يا بلادي بلادي الجزائر ما أدري كاع واش صاير بلادي الجزائر يا بلادي بلادي الجزائر بلادي صاير بلادي الجزائر ويا بلادي وطول بلادي الجزائر بلادي صاير بلادي الجزائر ويا بلادي Si vous venez nous rejoindre, bienvenue sur El Mar Arabiya une nouvelle fois. Voilà, sur ces portraits, on vient de rendre hommage à quelques disparus. Nous n'avons pas toutes les photos dans le cadre de ces incendies. Algérie 2 points, devoir d'apaisement et de lucidité. Bienvenue à vous, mes invités sur le plateau. Idirou Nouron, comme chaque lundi. Idirou Nouron, bonsoir, analyse politique. Bonsoir, monsieur Kassi, merci pour votre invitation. Et je salue mes deux camarades. C'est moi qui vous remercie, je le disais en préambule, hein, c'est grâce à vous que les Algériens essaient de, tant bien que mal en tout cas, de s'en sortir à vos humbles niveaux, comme vous le dites tout le temps. Karim Naïtou Slimane, militant politique, merci d'être là, Karim Naïtou Slimane. Bonsoir Charmaine, bonsoir Deidir, bonsoir Demrahim et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. À votre gauche, Brahim Younsi, qu'on ne présente plus.
Bonsoir, Ibrahim Non, Mounsi. présentez-moi, c'est mieux. D'accord. Alors, Ça me cadre, rassure. cadre du MDA 82-88. Voilà, ça me rassure. Merci. Je n'ai pas changé. Merci d'être là. Quel plaisir de Bonsoir, vous retrouver. merci, Parce que la merci. semaine dernière, on Ouais. vous avait par téléphone. Va venir nous rejoindre mon ami, mon confrère Jamaldine Benchenouf, qui sera présent dans quelques instants, à moins qu'il soit avec nous déjà. Pas encore. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir Asia Geshoud, hirakiste aussi, qu'on ne présente plus, qui est très connu et qui est investi maintenant depuis plusieurs années. Asia Geshoud, bonsoir. Bonsoir Shaban, salam alaikum, Azouf Lawen. Je salue tous les téléspectateurs en Algérie et la diaspora, ainsi que vos invités sur le plateau. Merci d'être là, Asia Geshoud. Merci à vous trois. En deuxième partie, donc, c'est bien ça. Nous évoquerons notamment El Mararibiya, sa couverture sur cette affaire aussi, puisque ça a suscité interrogation. Comment, pourquoi, comment aussi nous travaillons. C'est important de répondre. Qu'est-ce qu'il y a aussi derrière autant d'interrogations, d'incompréhensions. Certains aussi ont lancé des attaques. Donc, c'est bien de pouvoir en parler. Mais en première partie, on va bien évidemment évoquer voilà, cette affaire sur Mohamed Abdellah. Alors, si je ne me trompe pas, Asia Geshoud va nous en parler dans quelques instants, car elle est très bien placée. Donc, ce jeune ex-gendarme a 33 ans. Il est en Espagne depuis 3 ans. Ancien sous-officier de la gendarmerie nationale qui a introduit une demande d'asile politique. Il a été placé il y a 2 semaines dans un centre de transit près de Barcelone, si je ne me trompe pas. Selon la Guardia Civile espagnole, le décret portant extradition du jeune homme a été signé dans la nuit de vendredi dernier. Mohamed Abdellah donc, était connu, qui était youtubeur depuis son arrivée en Espagne et recherché notamment pour terrorisme par l'Algérie. Alors aujourd'hui, vers midi, le procureur de la République du tribunal de Sidi Mohamed à Alger a ordonné le placement sous mandat donc de l'ex-gendarme Mohamed Abdellah au terme de son audition. Plusieurs charges sont retenues: appartenance à un groupe armé terroriste, atteinte à la sécurité de l'État, financement d'une organisation terroriste, blanchiment d'argent d'une organisation criminelle. Si je ne me trompe pas, il est aujourd'hui incarcéré à El Harrach, prison malheureusement connue en Algérie. Asia Geshoud, rebonsoir. Rebonsoir. Merci d'être là, Asia Geshoud. Alors, vous êtes proche maintenant depuis pas mal de temps de Mohamed Abdellah. Vous êtes aussi porte-parole de ce mouvement qui entoure. En tout cas, vous faites partie de ses proches. Vous connaissez bien Mohamed Abdellah. Vous connaissez très bien la famille. Est-ce que d'abord, on sait le plus important, la santé de Mohamed Abdellah? Est-ce que vous avez des nouvelles? Comment va-t-il? Et puis ses parents aussi, comment vont-ils? Ben écoutez, Mohamed Abdellah, quand il a été expulsé en Algérie, il était en grève de la faim déjà depuis 2 jours et c'était le 3e jour, le jour de son expulsion. Donc comme vous avez pu le voir dans les images qui ont été diffusées par les chaînes du régime, il paraît très amaigri, fatigué, donc voilà, c'est aussi parmi les conséquences de sa grève de la faim et certainement du traitement qui lui a été réservé. Donc je ne peux pas vous dire qu'il est en bonne santé, hein, ça c'est clair. Maintenant, en ce qui concerne sa famille, bien entendu, comme nous tous et eux encore plus, ils sont très inquiets. Ils sont très inquiets, ils sont angoissés par ce qui est en train de se passer. Vous avez vu les images de sa femme, de ses enfants. Sa femme est dans un état lamentable parce que bon, elle ne sait pas ce qui va advenir de son mari, hein. Elle s'est présentée devant le centre de rétention et personne n'a pu lui répondre ce jour-là. On lui a simplement dit qu'il n'était pas là. Donc elle sait parfaitement bien, comme nous tous, qu'un activiste du Hirak qui rentre en Algérie, d'autant plus ex-militaire, il peut être torturé, il peut être exécuté, tout est permis en fait, voilà. Avant de rentrer, parce que vous allez nous apporter notamment des éléments pour essayer de tenter de répondre à cette affaire, et c'est important car vous êtes, je le rappelle, bien placé, vous connaissez aussi ces avocats. Tout à l'heure au téléphone, et c'est tout à votre honneur, voilà, vous êtes aujourd'hui dans l'apaisement, vous avez vraiment un message d'apaisement dans le cadre notamment de cette affaire, de ces interrogations qui sont là maintenant depuis plusieurs jours. En tout cas, c'est la philosophie que vous avez et que vous souhaitiez aujourd'hui faire passer. Oui, bien entendu. Enfin, moi, avant d'agir ou de dire quoi que ce soit, je me pose toujours la question à qui profite le crime.
Et je pense que tous les activistes doivent se poser la question. Et c'est clair que j'ai des choses à dire et on se les est dit ensemble, Chaben au téléphone. Voilà, j'ai aussi des choses à dire à Al-Maghribiya et j'ai des critiques objectives à l'égard de Al-Maghribiya et je peux le dire avec apaisement, en toute franchise, il n'y a aucun souci. Mais j'appelle tout de même tout le monde à ne pas, comment dire, trop rendre ce genre de critique publique, rester dans l'apaisement. Il est clair que là, il y avait une grande colère. Je peux comprendre d'un côté et de l'autre. Il y a eu une grande colère suite à l'expulsion de Mohamed Abdallah. Nous avons eu l'impression que beaucoup auraient pu faire plus. Parce que nous avons passé toute la semaine dernière à lancer des appels. Nous avons fait énormément de lives, nous avons beaucoup écrit pour dire que la situation était très grave et l'impression que nous avons eue, c'est que ça n'a pas été entendu, qu'il n'y en a pas eu assez d'écho. Voilà, mais bien sûr, bien entendu, j'appelle à l'apaisement. Nous sommes dans une révolution pacifique et je pense qu'il faut vraiment rester fidèle à ce fondement. Après, je viens aujourd'hui aussi pour transmettre des messages que des personnes de l'intérieur et de l'extérieur m'ont demandé de vous transmettre. C'est-à-dire que voilà, ce qu'on attend d'une chaîne qui se dit être une chaîne du peuple, Qanat Shab, c'est justement qu'elle puisse être là aux côtés du peuple. Et Mohamed Abdallah était un enfant du peuple et c'était un hirakiste jusqu'au bout des ongles. Donc, on aurait aimé que le Maghribiya consacre tout un documentaire en français éventuellement pour pouvoir toucher les médias et l'opinion publique. Et également en arabe pour toucher à notre public, pour que tout le monde se rende compte de la gravité qui était Mohamed Abdallah et qu'est-ce qui est en train de se passer. Bon, maintenant, nous n'allons pas revenir en arrière. Moi, j'appelle aujourd'hui à l'apaisement, c'est clair. Le Maghribiya, nous en avons besoin. C'est la seule chaîne aujourd'hui, grand public, qui peut couvrir le Hirak de cette manière-là et qui nous donne tout de même la possibilité de nous exprimer. Je n'ai jamais été censurée sur Al Maghribiya. On m'a jamais dit Assia, tu dis pas ça, tu dis pas ça. Parfois, il m'est arrivé d'aller un petit peu trop loin, même quand il y avait certains invités pro-régime, etc. Et malgré ça, on ne m'a pas censuré. Il y a eu quelques erreurs, voilà, on en a parlé. Il y a eu des épisodes par le passé, mais moi, je prends mon téléphone et j'appelle les personnes concernées. C'est comme ça que j'agis dans le Hirak. En tout cas, croyez-moi, et c'est vrai qu'Al Maghribiya se dit du peuple, mais elle est du peuple. C'est vraiment une chaîne qui aujourd'hui prend les informations, essaye de communiquer, de donner la parole pour créer de la transparence et communiquer parce qu'on sait très bien, ce n'est pas un scoop qu'en Algérie, on a beaucoup de mal à faire passer les informations. Après, comme je le disais tout à l'heure, mais on en parlera en deuxième partie, je le conçois que parfois, on ne couvre pas assez, peut-être pas correctement pour voilà, peut-être des soucis aussi d'organisation, de moyens, de précipitation aussi sur des actualités comme on a pu vivre. Mais je vous le conçois, effectivement, on ne couvre jamais assez une affaire, notamment comme celle-ci. Et je le dis, il n'y a pas de priorité. Toutes les affaires, toutes les actualités sont vraiment importante. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour les détenus, encore une fois, on en parle très peu depuis ces derniers temps. Assia Guéchoud, avant de faire réagir mes invités, il y a des questions qui se posent maintenant sur la situation. On a eu des informations au niveau de sa santé. D'abord, vous avez été aussi critiqué et jugé. Certains vous ont mis, vous remettent en cause, parfois même vous responsabilisent tant qu'à son expulsion ou son extradition. Et là aussi, j'ai envie que vous me disiez, alors certains parlent d'expulsion, extradition, est-ce que ce sont des mesures administratives? Est-ce qu'à un moment donné, il était haraga sans papier pour être un peu clair et puis il est expulsé? Ou est-ce que c'est vraiment une extradition judiciaire commandée? Et est-ce qu'il y a, selon vous, une complicité un accord entre les autorités espagnoles et les autorités algériennes? Mohamed Abdallah était en situation régulière en Espagne. En fait, il avait un titre de résidence provisoire de 6 mois qui était reconduit à chaque fois parce qu'il avait fait une demande d'asile politique depuis son installation en Espagne.
Donc le 12 août, quand il s'est rendu au commissariat, parce qu'il lui restait 5 jours sur son titre de séjour, il lui restait à peine 5 jours, il fallait qu'il fasse la reconduite. Ce jour-là, il n'était pas en situation irrégulière, le 12 août. Donc il a été arrêté ce jour-là, donc ça a été une grande surprise pour tout le monde, notamment pour lui. D'ailleurs, nous l'avons appris parce qu'il a eu la possibilité très rapidement de poster sur Facebook qu'il venait d'être arrêté et il avait dit qu'il allait être extradé. Voilà, il n'était pas en situation irrégulière, il n'y avait absolument rien qui justifiait le fait qu'il soit expulsé. Pour l'extradition, bien sûr, nous savons que Mohamed Abdallah a eu un mandat d'arrêt international, 2 je crois même, comme les autres protagonistes, Amir Dezed, Amir Boukhors, Mohamed Larbi Zetot et Hicham Aboud. Donc il était dans ce package, dans ce lot de mandats d'arrêt internationaux. Mais par contre, là, son arrestation ce jour-là, ce n'était pas par rapport à son mandat d'arrêt international. Ça n'a pas été évoqué dans tous les dossiers. Et aujourd'hui, l'avocate m'a envoyé un résumé, sachant que j'allais passer sur le Maghrebia, pour taire un peu toutes ces polémiques, avec toutes les procédures qui ont été menées depuis le début. Donc je ne manquerai pas de vous donner tous les détails. Merci Assia Guéchoud, restez avec nous. Je vais saluer Jameldine Benchenouf qui est avec nous par Skype normalement. Jameldine, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous nos amis qui sont avec toi. Merci infiniment, Jameldine Benchenouf. C'était important aussi de vous avoir ce soir. Mais Jameldine, je vais commencer par vous. Bon, certains, tout à l'heure, on a pu vous entendre quelques secondes sur un live. Certains ont dit, bon, Jameldine Benchenouf, avec une pointe, bien sûr, de reconnaissance. Vous n'êtes pas là au mauvais moment. Une réaction un peu, peut-être, sur ces dernières journées que vit l'Algérie en général, et puis, bien évidemment, sur l'affaire Mohamed Abdallah. Et en deuxième partie, on reviendra, puisque nous avons la chance de vous avoir dans cette équipe. Vous faites le bonheur des téléspectateurs depuis plusieurs années sur, effectivement, la couverture de El Maghrebia. Merci Chaban. En fait, c'est vrai, l'Algérie vient de traverser des moments très difficiles, à peine imaginables il y a quelques mois seulement. C'est comme il y a une conjonction de tragédies qui nous amène à penser, même si nous ne sommes pas forcément théoriciens, des théoriciens du complot, des complotistes, que ce n'est pas très... ça arrange trop le régime. À qui profite le crime, comme disait Assia Guéchoud? Il semble que le régime ait tout fait pour que ces choses-là arrivent. Pour le moment, on attend, on reste apaisé, on attend de voir ce qui s'est vraiment passé. Nous ne ferons pas la même erreur ni la même, comment dirais-je, déviation que le régime qui, pendant que l'affaire est encore en instruction, a décidé que Jamal Ben Smaïl Rabbi Rahmou a été assassiné par le Mak et Rachat. Donc nous attendons la suite de l'enquête, si tant est que cette justice peut mener une vraie enquête. Sinon, moi j'aimerais poser d'abord une question avant de commenter à Assia Guéchoud, qui donc s'occupe de cette affaire et qui est en contact avec ses avocats. Est-ce que Mohamed Abdallah a été expulsé ou est-ce qu'il a été extradé? Parce que de mon point de vue, je ne pense pas qu'il puisse être expulsé par arrêté. Généralement, l'extradition est décidée par la justice espagnole et non pas par le ministre de la Justice qui a signé un arrêté d'expulsion. D'abord, qu'on soit sûr un peu de ce qui se passe. Ensuite, pourquoi n'a-t-il pas recouru tout aussitôt, Mohamed Abdallah a cassé cette... Pourquoi n'a-t-il pas demandé un référé en urgence pour faire casser cette décision administrative? Une fois que Assia Guéchoud aura répondu à ces deux questions, je pourrai par la suite finir ce que je voulais dire. Alors, Assia Guéchoud, voilà, c'est un peu la question précédente que je vous posais, mais là, vraiment, avec encore plus
plus de précision. Merci Djameldine. Peut-être une réaction sur le plateau avant de redonner la parole. C'est important ces questions parce que ça va permettre effectivement aux téléspectateurs, aux personnes qui nous regardent d'avoir des informations précises, parce qu'il faut savoir que nous journalistes aussi, lorsqu'on doit évoquer un sujet, c'est vrai que d'avoir du biscuit comme on dit, des informations, c'est toujours bien, et c'est vrai que depuis quelques jours, il y a des informations comme celle-ci qui restent floues, ou du moins que nous n'avons pas eu connaissance. Alors, juste Gassia Guéchoud, vous allez répondre juste derrière, mais peut-être Idi Rounouron, une réaction. Moi, d'abord, dans la petite déclaration de Mme Guéchoud, elle a parlé d'expulsion. Je pense que c'est une femme responsable, elle sait de quoi elle parle. Les questions qui ont été posées par M. Benchenouf sont d'une pertinence absolue, parce que c'est une décision administrative. L'extradition, en amont, il y avait un mandat d'arrêt international émis par les autorités algériennes, pour d'infinies raisons. Ce que je veux dire, et ça appelle à beaucoup de commentaires, mais en règle générale, n'ayant aucun accès au dossier, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. Par contre, ceux et celles qui avaient en charge le dossier ne peuvent pas trouver des boucs émissaires. Est-ce qu'elles ont fait un appel à la solidarité internationale dans la communauté algérienne particulièrement? Ça, je n'en sais rien. Moi, je sais que je suis militant de Riposte Internationale, dont je suis membre fondateur. Une lettre a été adressée au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice et au commissariat aux droits de l'homme pour dénoncer. Mais est-ce que ceux qui avaient en charge du dossier ont émis le vœu de faire cette convergence solidaire pour essayer de trouver les moyens qui auraient pu éviter, pour moi, ce qui me concerne, ou l'expulsion ou l'extradition, mais le fond du dossier, voilà. Brahim Younsi. Il me semble qu'il est beaucoup plus commode de parler d'expulsion. En tout cas, pour le régime illégitime d'Alger. S'il s'agit d'une expulsion, c'est-à-dire que c'est une décision espagnole. Ah oui, c'est sûr. C'est qu'il est en situation irrégulière, il est expulsé du pays. Donc, il n'a pas, et où il n'aurait pas été demandé par les autorités algériennes. Or, cet homme est demandé par les autorités algériennes. Et on le sait, il est demandé. Or, il y a une convention d'extradition entre l'Espagne. Il est à la fois recherché, donc on demande une extradition. Il s'agit d'une extradition parce qu'il a été demandé à l'Espagne de le remettre aux autorités algériennes. Cette affaire, moi j'ai été arrêté, c'est pas pour parler de moi, c'est pour vous dire les pratiques des autorités espagnoles et singulièrement des socialistes espagnols. Moi j'ai été arrêté en Espagne en novembre 1987 avec deux autres dirigeants du MDA et bien entendu il s'agissait ou de nous extrader, alors qu'il n'y avait pas à ce moment-là d'accord de convention d'extradition entre l'Espagne et l'Algérie. Et nous expulser vers l'Algérie, l'Espagne prenait trop de risques à ce moment-là, en 1987. Finalement, nous avons été expulsés tous les trois d'Espagne vers la Suisse. Mais je vous lis juste ce que disent les autorités, ce qu'ont dit les autorités, et puis la presse a repris cela. Parce que les autorités espagnoles et les autorités algériennes avaient signé un accord. Et dans cet accord signé entre les Algériens et les Espagnols, il dit il est établi que l'Algérie accueillerait les membres de l'organisation terroriste de l'ETA et s'engagerait à rendre compte de leurs déplacements, tandis que l'Espagne, de son côté, contrôlerait les organisations opposées au régime algérien et les opposants de ce pays qui résident notamment à Alicante. C'est clair, c'est clair. Le gouvernement espagnol a estimé que si la réunion que nous devions tenir à Madrid avait eu lieu, cela veut dire, et en plus, ajoute le gouvernement espagnol, dans le cadre de l'Union socialiste, parce que nous avions eu un contact avec l'UGT, le syndicat affilié au Parti socialiste ouvrier espagnol. C'est-à-dire que le gouvernement socialiste, son syndicat, l'UGT,
qui nous a invités et nous a prêté ses salles pour tenir un rassemblement, se mettait en porte-à-faux par rapport aux autorités algériennes. Et aujourd'hui, le PSOE est au Et pouvoir. aujourd'hui, Voilà, il est au ça, il faut pouvoir. le préciser. L'Espagne, il ne faut pas oublier l'assassinat en Espagne, à Madrid, de Khidr en 1967, en janvier 1967. Et voilà une troisième affaire très lourde que l'Espagne pilote. Karine Tousliman, un mot peut-être avant de laisser répondre Assia Guéchoud, enfin en tout cas de nous apporter. Oui. Alors Assia Guéchoud, bon, la question a été réapprofondie par Djameldine. Alors extradition, expulsion, mesures administratives. Est-ce qu'on a un élément clair? Alors vous disiez tout à l'heure qu'il est en situation régulière, mais est-ce que vraiment, c'est vrai que c'est une question qui se pose, au moins vous allez certainement pouvoir mettre un point final à cette question. Oui, tout d'abord, je voulais juste rebondir sur ce que disait M. Younsi par rapport aux accords d'extradition. Il faut savoir, par exemple, pour l'exemple de la France, dernièrement, les accords d'extradition ont été revus entre l'Algérie et la France parce que le pacte international des droits civils et politiques et la Convention internationale des droits des réfugiés interdit de renvoyer quelqu'un dans un pays où la peine de mort est appliquée. Donc, dernièrement, bon, voilà, c'est le cas en Algérie, même si elle n'a pas été appliquée depuis longtemps, mais en tous les cas, elle fait partie de la Constitution. Voilà. Voilà. Et donc, dernièrement, entre la France et l'Algérie, il y a eu de nouveaux accords d'extradition où il a été introduit le fait que si un réfugié politique est extradé en Algérie, la garantie que la peine de mort ne soit pas appliquée. Donc voilà, à partir de là, tout le monde peut être extradé finalement, mais il va y avoir aussi voilà, il va falloir motiver tout de même. Voilà, c'était juste cette petite parenthèse. Mais sinon, je vais tout de même vous relater un petit peu la chronologie de ce qui s'est passé, comme ça vous comprendrez mieux. Et je pense que là, le public doit comprendre ce qui s'est passé depuis le début, parce que c'était une expulsion. C'était une expulsion qui a été administrative, qui a été ordonnée par le ministère de l'Intérieur et non pas par le ministère de la Justice. Ce qui est totalement, voilà, ce qui est totalement faisable dans une démocratie. Il n'y a pas de souci. Le ministère de l'Intérieur, mais là, il a fait fi totalement du ministère de la Justice parce qu'il y avait un recours qui était en cours, un appel qui a été fait de la première décision, et la juge, il se trouve qu'elle est partie en vacances, et ça a été reporté au 6 septembre. Donc, ils n'ont pas attendu qu'on arrive à l'appel. Ils ont décidé entre-temps, et je vais vous relater les faits, vous allez très bien comprendre. Donc, le 12 août, il y a eu arrestation et refus de la demande d'asile de Mohamed Abdallah. C'est-à-dire que ce jour-là, ils lui ont dit on ne peut pas vous garantir asile et protection. Dans ce commissariat, un dossier de sanction d'expulsion de traitement préférentiel est initié en raison de l'article 54 alinéa 1 loi organique 4/2000 pour avoir, alors écoutez bien, pour avoir participé à des activités contraires à la sécurité nationale ou pouvant nuire aux relations de l'Espagne avec d'autres pays, comprenons bien que là c'est l'Algérie, ou être impliqué dans des activités d'ordre public prévues comme très graves dans la loi organique 1/1992 du 21 février sur la protection de la sécurité citoyenne. Donc là, l'avocate, bien sûr, elle avait le processus, là, dans ce cas précis, est beaucoup plus rapide, parce que c'était quand même assez rapide. Le délai est de 48 heures pour présenter les allégations. Les avocats, l'avocat Victoria, ont fait très très vite. Ils ont constitué tout le dossier, tout ce qui concerne Mohamed Abdallah. Et ils ont présenté le 14 août, avant le délai de 48 heures, tout le dossier. Là, il y a eu un internement au centre de rétention de Barcelone qui a été décrété à titre conservatoire sans arrêté d'expulsion. À ce moment-là, il n'y avait pas eu d'arrêté d'expulsion. L'avocat de Victoria a également fait appel de la résolution d'ordonnance d'enfermement.
du 13 août, parce que là, il y avait une ordonnance d'enfermement dans ce centre de rétention et nous avons rejeté cette ordonnance. Le mardi 17, un cabinet d'avocats à Barcelone est nommé pour la défense parce qu'il a été, déféré vers Barcelone. Le mercredi 18, il y a eu une comparution devant le tribunal d'instance de Victoria dans le dossier des sanctions de Madrid. Donc l'avocat tente de parler au juge, mais il est parti en vacances, voilà, et on l'informe que l'appel est reconduit pour le 6 septembre. Jeudi 19, il y a des tests PCR qui sont faits à Mohamed Abdallah et à l'ensemble des Algériens Haraga, qui n'étaient pas dans son cas, mais il s'est retrouvé avec eux. Des tests PCR ont été faits. Quand ils ont posé la question, on leur a dit que c'est le consulat d'Algérie à Barcelone qui a demandé que ces tests PCR soient faits. Vous voyez un petit peu, vraiment là, on se retrouve dans une machination pas possible. Donc nous avions beaucoup d'interrogations. L'avocate également ne comprenait pas. À partir de là, ils entament une grève de la faim parce qu'ils ont compris qu'ils allaient être reconduits et qu'ils allaient être expulsés. Mohamed Abdallah fait partie des grévistes de la faim. On essaye d'alerter par tous les moyens. Là, on se dit finalement, ils ne vont pas respecter les délais d'appel jusqu'au 6 septembre. Ils sont en train de nous créer quelque chose. Donc le vendredi 20 à 22h, le vendredi 20, et écoutez bien ça, les avocats reçoivent une notification de la résolution d'expulsion émise par le ministère des Affaires étrangères à 22h, alors que cette mesure d'expulsion, elle a été rédigée à 9h du matin. Donc de 9h du matin, ils ont attendu à 22h pour l'envoyer aux avocats. Alors qu'ils savaient très bien que les délais étaient très très courts. Dans la nuit, l'avocate, elle a tout de suite envoyé des fax partout et elle a joint tout le monde. Et ils ont pris les mesures nécessaires pour rejeter cette expulsion. Dans la nuit, il a été emmené à Almeria par avion. Et au petit matin, il a été expulsé vers l'Algérie. Voilà comment ça s'est passé. Tout le monde a été pris de court, les avocats, Mohamed Abdallah, sa famille, tout le monde. Et ça, c'est une décision politique. Et je vous le dis depuis le début, le jour où Mohamed Abdallah s'est rendu chez eux le 12 août, ils avaient l'intention de toute façon de l'expulser. Ce n'est pas une extradition, hein. C'est une expulsion. Y a-t-il eu un recours, on discute aussi en même temps, en chuchotant, on essaye aussi en vous écoutant, Cour européenne, est-ce que la Cour européenne a été sollicitée pour un appel, pour un recours ? Oui, alors l'avocate a sollicité la Cour européenne des droits de l'homme qui ne s'est pas encore prononcée, mais elle est en train d'étudier le dossier. D'autres pièces ont été jointes entre-temps parce que nous n'avions pas tous les éléments, d'autant plus que Madrid a rejeté les mesures extrêmement conservatoires qui ont été présentées devant le tribunal d'instruction à Madrid. Donc voilà, le jour même, le 20, tout ça a été envoyé parce qu'il semblerait clairement que là, en fait, il y a un vrai problème. Donc la Cour européenne est en train d'étudier le problème. Les actions qui sont en cours également par les avocats en Espagne, à Madrid, à Victoria et à Barcelone, ce sont les appels de la résolution qui a refusé l'asile et l'appel de la résolution qui a ordonné l'expulsion. Ça, c'est toujours en cours. Et malgré ça, Mohamed Abdallah a été expulsé. Moi, je vous dis, que ce soit un avocat commis d'office ou 10 avocats ou les meilleurs avocats du monde, le cas de Mohamed Abdallah ne méritait pas d'être expulsé. Même s'il n'avait pas eu d'avocat, ça n'aurait pas été le régime algérien qui a demandé expressément comme un chantage, une monnaie d'échange. Mohamed Abdallah, il n'aurait pas été expulsé même s'il avait dû se défendre tout seul. Merci. Et ce n'est pas une activité d'activiste. Donc décision politique. Karim Naïtou Slimane, on ne vous a pas encore entendu, peut-être une remarque. Peut-être une question avant de faire un certain nombre allez-y, de remarques. Ce que vous voulez. Une question que m'ont posée, je profite de la présence de Madame Guéchoud en ligne, que m'ont posé certains amis avocats. Ils m'ont dit pourquoi ils ont déposé un recours auprès de la Cour européenne sans avoir épuisé les recours auprès de la justice espagnole.
Alors, notez bien peut-être cette question, et c'est bien de vous avoir, et merci à Assia Guéchoud vraiment de pouvoir être présente, parce que vous faites partie des seules personnes qui puissent apporter, nous éclairer. Notez cette remarque. Messieurs, avant de retrouver Jamel Din, peut-être, vous voulez ajouter autre chose, Karim Naïtou Slimane? On ne vous a pas beaucoup entendu. Oui, en fait, j'aurais vraiment aimé avoir la réponse sur cette question, parce que je pense qu'elle était... Alors, Assia Guéchoud, est-ce que vous pouvez apporter une réponse sur cette question, cette réaction, cette question que suscitent aussi certains avocats et certains internautes que vient d'évoquer Karim Naïtou Slimane? À la réponse à cette question, l'avocate, en fait, sa motivation d'avoir envoyé tout de suite un recours à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que Madrid a rejeté la mesure extrêmement conservatoire qui a été présentée devant le tribunal d'instruction, le 20 suite à la mesure d'expulsion. Donc c'est comme ça qu'elle l'a présenté, et de toute façon il fallait absolument réagir très vite, parce que si on n'avait pas fait ça, de toute façon il aurait été expulsé. Et ça a été fait le jour même, le 20. Qu'on l'ait fait ou qu'on ne l'ait pas fait, de toute façon il aurait été expulsé, ça ne change absolument rien. Elle a fait ça en dernier recours, en espérant que la Cour européenne allait pouvoir faire des pressions immédiates, et ça c'était après 22 heures, hein. Je vous parle vraiment, là personne n'a dormi hein, le vendredi 20. Mais restez avec nous, Assia Guéchoud. En tout cas, on comprend à chaque fois que, quoi qu'il arrive, la décision était prise par les autorités algériennes, et que, quoi qu'il arrive, il était extradé. Karim Naïtou Slimane. En fait, c'est pour ça aussi que j'ai fait cette remarque, pour dire que, en fait, ce dossier est extrêmement complexe déjà. Et je pense que l'équipe qui a géré ce dossier, qui a eu à le gérer, je pense que tout le monde a été pris de court par la célérité de la procédure. Hein, donc je pense qu'ils n'avaient pas eu le temps de se retourner, ça s'est fait très vite. Après, moi, ce que je trouve déjà avant d'aller plus loin dans ma remarque, j'exprime toute ma solidarité avec le militant lanceur d'alerte Mohamed Abdallah et sa famille. Et j'espère, je lance un appel comme ça, une bouteille à la mer, j'espère quand même que les autorités algériennes vont avoir au moins cette fois un semblant de dignité, parce qu'il va quand même de l'honneur de l'Algérie, et de le traiter de la manière avec laquelle on traite les prisonniers, c'est-à-dire avec un minimum d'humanité. Par contre, pour revenir au dossier, je pense que le dossier est très complexe, les choses se sont déroulées très vite, et c'est là que je trouve regrettable que certains se sont précipités pour attaquer Al-Magharibiya. Parce que lorsqu'on parle par exemple de la médiatisation, je pense que déjà l'avocate par exemple n'a pas fait, les avocats du dossier n'ont pas fait de conférence de presse, ce qui normalement va de soi dans des cas pareils, pour politiser le dossier, montrer qu'il s'agit d'une extradition cachée, déguisée en expulsion. Donc déjà sur ce point-là, déjà il y a eu faiblesse, mais moi je dis, ça s'est fait très vite. C'est pour ça que je trouve que pour certains militants, surtout qui ont attaqué le Magharibiya de cette manière, je pense que c'est une démarche déloyale à mon avis. Et d'ailleurs, en ce sens, je salue les dirigeants d'Al-Magharibiya qui ont fait preuve de lucidité et qui ont permis ce débat, qui ont ouvert ce débat. Et je pense que dans la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, l'espace médiatique algérien est extrêmement fermé et dominé par le pouvoir. Nous avons Al-Magharibiya qui nous ouvre les portes. Nous avons aussi, moi personnellement, j'interviens parfois à Berber TV, donc les chaînes algériennes qui ouvrent les portes aux opposants ne sont pas très nombreuses. Je pense que c'est un bien précieux que nous devons tous défendre ensemble. Et s'il y a des critiques, les critiques doivent être constructives et non pas à chaque fois on jette dans le débat public
J'ai pas envie d'aller plus loin. On jette la discorde. Voilà, on pâture des personnes. Cette fois, c'est une chaîne télévisée. Et après, par la suite, ces personnages-là qui sont maintenant connus pour leur forfait, hein, ils sont connus sur les réseaux sociaux. Ils ont été derrière une vague de takhwin sans précédent qui a touché beaucoup de militants sans avoir apporté aucune preuve vis-à-vis de ces militants. Je pense que le Hirak ne peut compatir de cette situation et de ces comportements. Et du coup, j'appelle tout le monde à la lucidité et à la responsabilité. Merci Karim Nani-Touslim. Bon, bah, vous voyez, hein, le débat est lancé aussi sur les médias, mais peut-être on va évoquer dans quelques minutes, effectivement, comment a travaillé El Marabiya sur cette affaire. Mais encore, je le dis, croyez-moi qu'il n'y avait aucune volonté, et loin de là, bien au contraire, de ne pas parler des affaires. Je voudrais qu'on retrouve Jamel Din dans quelques instants. Brahim Younsi, oui, allez-y. Moi, je reste sur l'extradition. Pourquoi? Même si l'administration, y compris l'administration judiciaire, et je crois que c'est le ministère de l'Intérieur, je ne connais pas le dossier du tout, mais je parle en connaissance de cause dans les affaires que nous avons vécues par le passé, et notamment en France. Cet homme qui a été, Mohamed Abdallah, qui a été expulsé, extradé, je suppose qu'il était connu pour être dans un milieu politique, voire même d'appartenir à une organisation politique. En Espagne? En Espagne, évidemment. C'est la question que vous vous posez, en tout cas. Non, je ne pose pas la question. Je suppose qu'il était connu par les autorités espagnoles comme un militant politique. Et les autorités font leur travail. Oui, hein, comme un militant politique. Or, la convention d'extradition dit qu'on n'expulse pas, qu'on n'extrade pas un politique, quelqu'un qui est poursuivi pour des raisons politiques. Nous avons eu, nous, ce problème-là en France. 13 de nos militants qui étaient arrêtés en France. D'ailleurs, c'est Messili qui les avait défendus avec une équipe d'avocats. Et il voulait les expulser. Or, le gouvernement algérien, le pouvoir d'Alger, avait demandé qu'on les expulse vers l'Algérie. Ce qui s'appellerait, par détournement... C'est les socialistes de Mitterrand, il faut préciser. Non, c'était la droite. C'était la droite. Non, c'était la droite. En France, c'était la droite. C'était Pasqua et Pasqua qui était très attaché à C'était la droite, ce rôle-là, sous l'autorité du Premier ministre. Mitterrand était président de la République. Tout à fait, c'était à l'époque de la cohabitation. Bon, alors. Mais il était sans pouvoir. Donc, nous avons l'expérience de ces... Effectivement, les pouvoirs occidentaux expulsent, ne répondent rarement à certaines extraditions, surtout quand il s'agit de politique. Or là, il y avait un contexte également dans les années 86, un contexte où il y avait le terrorisme en France, etc., etc. Le pouvoir d'Alger avait joué sur cette fibre-là pour expulser 13 militants algériens vers leur bourreau. Je pense que dans cette affaire-là, il s'agit bel et bien, à mon sens, parce que la convention d'extradition protège ou protégeait Mohamed Abdallah. Elle le protégeait parce que c'est un politique. Je voulais dire juste quelque chose pour rebondir à ce que disait Brahim. Je pense que Mme Assia-Gueshoud avait le dossier en main. Elle nous a lu une partie, pas de l'ordonnance, mais presque, que c'était une expulsion. Oui. Donc, on ne peut pas confondre expulsion et extradition. L'extradition, c'est par voie de justice. On sait très bien qu'il y a eu des mandats qui ont été adressés. Elle l'a rappelé, Mme Gueshoud. Et deuxièmement, elle nous dit, d'abord même dans sa déclaration, les 2 premières phrases, elle a dit que c'était une expulsion. J'ai demandé la précision, elle a confirmé. C'est une décision administrative. À ce moment-là, on peut essayer, Karim a tout à fait raison, et je le félicite pour sa lucidité, sa responsabilité, quand il dit que c'est un dossier complexe. Et à partir du moment où c'est un dossier complexe, on ne peut pas essayer d'échafauder des pistes ou des hypothèses qui seraient, encore une fois, l'État algérien, le gouvernement algérien, etc., etc. Ça y participe.
Mais est-ce qu'il ne faudra pas dire aussi que les camarades militants qui ont eu la charge du dossier de monsieur Abdallah, est-ce qu'on va faire, on va s'exonérer de faire le bilan de tout ça? Pourquoi il y a eu échec? Parce qu'il ne faut plus que ça arrive. C'est une question que je vais poser à Sergueï Choud parce qu'effectivement, ils sont jugés et critiqués, je le disais tout à l'heure, même limite responsabilisés dans cette... Je voudrais juste retrouver... Pour moi, quand on parle d'expulsion, on exonère le pouvoir d'Alger. Or, c'est le pouvoir d'Alger qui a fait pression. Oui, maintenant, il y a des manières d'aborder. Jamel-Din avec nous. Sergueï Choud, juste derrière, justement, je voudrais avoir votre avis. Karim Naïtou Slimane parle effectivement de prix de cours. Ça a été très vite, vous l'évoquiez, avec notamment des militants, des avocats qui ont essayé. Donc, je voudrais aussi avoir votre avis. Vous parlez de décision politique. Selon vous, est-ce qu'il y a eu pression et quelles étaient les pressions des autorités politiques algériennes pour que ça aille très vite et qui récupère, excusez-moi du terme, dans les plus brefs délais, peut-être avec des anomalies dans la manière de faire, Mohamed Abdallah. Et puis j'aimerais aussi revenir avec vous sur, vous me le disiez tout à l'heure, que voilà, vous avez été jugé, critiqué sur la manière dont vous avez géré le dossier. Certes, limite même, on vous remet en cause, on remet votre responsabilité, pas à vous quand je dis ça, hein, c'est vraiment au groupe d'avocats. Donc j'aimerais vous réagissiez là-dessus, s'il vous plaît. Jamel-Din avec nous toujours. Oui, alors réaction. D'abord, moi je comprends mieux maintenant que, en fait, c'est une extradition déguisée. Ah. Parce que ça ne peut pas être extradition. C'est une expulsion. Oui. C'est clair. D'où la pression politique des autorités. Oui, mais en dehors de ça, la décision est politique très certainement. C'est une collaboration, une connivence. D'ailleurs, entre l'Espagne et l'Algérie, c'est connu, Brahim Younsi pourrait confirmer, Xiaomine, le grand leader basque qui a été assassiné à Alger. Bon, la version officielle parle d'une mort par accident de voiture, fracture du crâne, mais tout le monde sait que les services algériens ont assassiné pour le compte de l'État espagnol le grand leader basque Xiaomine. Donc c'est des services qui se rendent les uns les autres. Mais pourquoi je dis que c'est une extradition déguisée mais qui reste une expulsion, et je pèse mes mots, parce qu'une extradition ne peut pas être décidée par acte administratif. Elle ne peut être prononcée que par la justice. Or, ce n'est pas le cas. En l'occurrence, il y a eu un arrêté d'expulsion. Ce n'est pas une extradition. L'autre chose, et Karim a bien fait de le souligner, est que je ne veux lancer la pierre à personne, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de la défense. Qui sont en train de se chercher un peu des excuses. Oui, nous avons fait appel à l'Union européenne. Mais l'Union européenne n'a pas d'effet suspensif dans un cas d'urgence. Le monsieur allait être expulsé dans la soirée. Qu'est-ce qu'on a à faire à aller interpeller l'Union européenne? C'est l'appel en référé qu'il fallait faire sur le champ. Et cet appel en référé, s'il avait été fait, et les avocats ne peuvent pas dire on a été pris de court, si l'appel en référé avait été déposé, la mesure aurait été suspendue. Mais selon vous, alors, c'est intéressant ce que vous dites. Jamel-Din, c'est intéressant ce que vous dites, au moins ça. C'est d'ailleurs une question que je vais poser derrière à Sergueï Choud parce que le comité de défense, les militants, etc. sont très jugés, critiqués, on les remet en cause, voire responsables. Mais selon vous, sur votre analyse, Jamel-Din, c'est quoi? C'est un manque de temps du comité de défense? Il y a une volonté derrière de soutenir, d'aider au maximum, Mohamed Abdallah. C'est un manque de temps, un manque de savoir-faire peut-être Chaben, moi, je ne connais pas le dossier, donc je ne peux pas jeter la pierre aux avocats. Mais vraisemblablement, le travail qu'il fallait faire n'a pas été fait. Ce n'est pas à la Cour européenne qu'il fallait interjeter, c'était à un juge, à la justice espagnole, pour dire « Attention, ce n'est pas une expulsion pour droit commun ou pour entrée illégale. Le titre de séjour est encore en cours de validité. La demande d'extradition comporte des motifs politiques, comme haute trahison et autres trucs, donc qui ne peuvent pas
permettre cette extradition et elle ne peut d'autant moins pas la permettre sous une forme déguisée qui est celle de l'expulsion. Le juge espagnol, s'il avait reçu cette demande en référé, même à minuit, même en pleine nuit, il se lève de son lit et signe un référé d'annulation ou de suspension de la mesure. La défense de M. Mohamed Abdallah n'a pas fonctionné normalement de mon point de vue. Merci Djameldine. Mais sinon, oui. Oui, je vous en prie. Allez-y. On reviendra par la suite, hein, bien sûr, sur El Marabiya en deuxième partie, mais c'est vraiment important ce qui se dit. Transition toute faite, Assia Guéchoud. Du coup, voilà, je pense que c'est un peu la question que je vous posais, mais on en parlait aussi tout à l'heure au téléphone. Le comité de défense, avocats, pas avocats, les militants, les personnes qui ont essayé de l'aider sont très critiquées aujourd'hui, très jugés, on les remet en cause. Et puis vous pouvez réagir aussi un peu là sur la conclusion de l'analyse, le point de vue en tout cas de Djameldine sur ce point-là essentiellement. Oui, ce que je peux dire, c'est que c'est très facile après coup de dire il fallait faire ça, ça, ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des personnes qui ont planché sur ce dossier, qui ont très peu dormi, je peux vous le dire. Pendant les plus d'une semaine qui a duré, tout le monde a travaillé d'arrache-pied parce qu'il fallait d'abord, dans un premier temps, convaincre que l'affaire de Mohamed Abdallah n'était pas une affaire anodine. Parce qu'au départ, tous les avocats disaient mais il est hors de question qu'il soit expulsé, de toute façon il n'est pas expulsable. Sachez qu'il a sa femme et ses 2 enfants sur le territoire espagnol qui vivaient avec lui, il est marié, il a une de ses filles, un de ses enfants, sa petite, qui est née sur le sol espagnol. Il n'y avait vraiment aucun élément qui pouvait motiver le fait qu'il soit expulsé. Donc, d'ailleurs, vous savez que dans le rapport qui a été rédigé, la notification de la résolution d'expulsion, ça fait plus de 12 pages et il est relaté des faits de relations avec Rachad, avec l'activiste Larbezetot, etc. Donc on voit bien que tout ce qui est noté dedans, c'est exactement ce qu'il y a dans le mandat d'arrêt international et c'est le discours de propagande du régime parce qu'on retrouve des mots bien précis où l'État espagnol dit que le mouvement Rachad est un mouvement islamiste terroriste. C'est relaté dans le document, alors que c'est une association qui est inscrite au registre des associations en Europe, en France et en Suisse, je crois, si je m'en rappelle bien. Voilà, donc tout le monde a été vraiment pris de court. Il a fallu beaucoup de temps pour convaincre que le dossier de Mohamed Abdallah n'était pas simple, que ce soit les juges ou les avocats. Il a fallu beaucoup de temps. Et en plus de ça, le vendredi même, l'avocate a fait appel, mais la mesure, elle avait déjà été appliquée. Il avait déjà été expulsé d'une certaine manière. Ils avaient déjà appliqué leur mesure d'expulsion. Voilà, mais elle a fait appel. Elle a tout de suite fait appel de cette décision. Elle a rejeté cette décision. Mais malgré ça, ça a été appliqué. Donc, de toute façon, vous savez, on ne s'arrête pas là. Là, les avocats sont à pied d'œuvre. Il y a l'appel de la résolution pour le refus d'asile et aussi pour l'ordonnance d'expulsion qui sont en cours. Donc, nous continuons. Enfin, moi, je ne suis pas non plus l'avocate de Mohamed Abdallah. Je suis simplement là pour coordonner finalement entre les uns et les autres et pour dire quelle est l'information. Parce que, voilà, en tant que hirakiste, nous nous connaissons depuis un bon moment avec Mohamed Abdallah et nous avions une relation assez privilégiée, voilà, fraternelle, disons. Donc, il avait confiance en moi et il m'a chargé plutôt de relayer l'information et de faire le lien entre les uns et les autres. Ce que je peux vous dire, c'est que dès les premiers jours, j'ai contacté un certain nombre de personnes. J'ai été tellement moi-même prise de panique parce que je pensais qu'ils allaient l'extrader immédiatement dans les heures qui ont suivi, que j'ai contacté énormément de monde. J'ai même envoyé un certain nombre de documents. Voilà, donc j'ai dit aux gens, vous essayez de travailler entre vous. Entre-temps, nous étions en train de courir pour essayer de faire ramener sa femme qui était à Victoria, pour la ramener à Barcelone avec les enfants, lui trouver un lieu où l'héberger, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'espère que les gens pourront comprendre. Est-ce que
Est-ce que Tout ce que les ça avocats ont prévu dans les heures qui suivent justement d'organiser une conférence de presse, de communiquer officiellement sur tous ces éléments que vous venez de nous donner? C'est vrai que pour nous, je rappelle, on va en parler dans quelques minutes, mais on en a parlé de cette affaire de Mohamed Abdellah, mais c'est vrai qu'on a manqué d'éléments, on a manqué d'informations. D'ailleurs, d'où le débat ce soir. Est-ce que les avocats vont organiser, provoquer une conférence de presse pour communiquer et puis alerter la presse espagnole, française, internationale? Oui, alors les avocats, on leur a demandé de faire ce travail de médiatisation et de faire une conférence de presse. Maintenant, on ne peut pas les forcer à le faire. Et c'est dommage qu'il n'ait pas été fait, hein, parce que c'est vrai que ça aurait pu solliciter un peu plus d'engouement, d'information et de... Bon, les médias sont informés en Espagne, hein. Il n'y a pas un média qui ne le sait pas. Moi, depuis le premier jour, j'ai contacté pas mal de médias. Sur le coup, ils n'ont pas réagi au problème. Là, hier encore, je parlais avec l'AFP à Madrid. Donc, l'information, j'ai parlé plusieurs heures avec beaucoup d'avocats pour expliquer le problème. Les médias sont informés et ils commencent vraiment à se soucier du sujet. J'ai même mis en contact avec les différents avocats qui étaient en Espagne. Donc, ils sont en train de chercher l'information et savoir exactement ce qui s'est passé, faire le travail d'investigation. Maintenant, on ne peut pas nous demander d'avoir une baguette magique et de tout faire en 2 secondes, même si l'Espagne est un pays européen, un pays démocratique, entre guillemets, mais sachez qu'au mois d'août, c'est très compliqué en Espagne. Les heures de travail sont très courtes en journée, ils ne travaillent pas toute la journée. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est un pays qui n'est pas voilà, comme la France, etc., mais c'est un peu compliqué en Espagne et nous sommes vraiment confrontés à ce problème actuellement, Merci. Même dans des cas d'urgence. Merci Assia Gueshoud. Restez avec nous, messieurs, une réaction un peu sur l'affaire et je voudrais qu'on passe ensuite, effectivement, pour essayer de répondre à ces interrogations autour de la couverture de la chaîne sur cette affaire. Il est 20h30. Hein. Dans la forme, c'est une expulsion, mais dans le fond, c'est une extradition. Je veux juste lire. Complot alors, enfin déguisé, comme dirait Jamel Din. Oui, mais absolument. On dit la même chose là-dessus. L'article 4 de la Convention d'extradition entre l'Algérie et l'Espagne dit la chose suivante. L'extradition sera refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise, c'est-à-dire l'Espagne, comme infraction politique ou connexe à une infraction politique. Ne seront pas considérées comme infractions politiques les infractions terroristes. Or, le pouvoir d'Alger avait préparé le terrain. Il avait préparé ce terrain-là. C'est-à-dire qu'il allait obtenir, sous une forme, comme l'a dit Jamel Din Ben Chenouf, sous une forme déguisée, une extradition à travers l'expulsion. Question qui va vous faire sourire. Est-ce qu'on peut espérer que Mohamed Abdellah ait le même traitement que le général Nezar et puis peut-être un peu plus sérieux, est-ce que l'Espagne, c'est le bon pays aujourd'hui pour être exilé politiquement, notamment au niveau des Algériens? Parce qu'on sait qu'en Espagne, il y a plusieurs responsables algériens qui sont réfugiés sur des problèmes économiques. Vous savez, je ne suis pas technicien du droit. Je ne suis pas technicien du droit, mais l'Espagne est un pays de droit. Et le droit, quand il est rendu au nom du roi, ça prend une solennité. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport à cette histoire, extradiction décidée, il paraîtrait, moi j'ai eu quelques informations, elle me semble crédible, que les Espagnols ont fondé la décision d'expulsion par menace sur l'ordre public. D'accord, par menace sur ordre public. Je ne pense pas que ça soit uniquement au niveau du titre de séjour, plus ou moins 5 jours, etc., etc. Donc, ce qui a fondé peut-être l'arrêté d'expulsion, qui, je le répète, est un arrêté administratif, à partir de ce moment-là, bon, il faut attendre un petit peu. Et moi, ce qui m'étonne, juste Brahim, pour terminer, c'est qu'une fois que M. Abdellah est en Algérie, l'affaire va continuer. Quel est le chemin à prendre quel est le chemin pour qu'il puisse retrouver sa famille et ressortir du territoire national? La question, elle doit être là, et je crois que la lutte doit s'inscrire dans ce périmètre-là. C'est difficile. C'est difficile, mais bon. Je voudrais ensuite qu'on parle de la deuxième thématique. Il est indéniable, et ça, sincèrement, je l'ai vécu personnellement. Il est indéniable que l'Espagne est un pays démocratique. Avant d'être interrogé moi-même
en 1987. Les policiers ne pouvaient pas m'interroger sans la présence à la première minute d'un avocat. Voilà. Donc c'est quand même, qu'on le veuille ou non, un pays démocratique. On sait que c'est un pays qui accueille énormément de dirigeants politiques. Il a répondu pour des intérêts que nous connaissons. Il y a des intérêts économiques colossaux de l'Espagne avec l'Algérie. Et elle a répondu... Il n'est pas interdit de le penser, là, En fait, il y a un détail que je pense que Mme Guéchoud a oublié de signaler et qui est très important par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, la première décision d'expulsion de Mohamed Abdallah et de l'éloigner du territoire espagnol parce qu'il représenterait un danger pour l'ordre public, elle n'était pas... C'était une décision d'éloignement du territoire vers un pays tiers. Donc normalement, ça n'était pas l'Algérie, ça n'était pas censé être l'Algérie. Et c'est à ce moment-là, le fait qu'ils l'ont expulsé vers l'Algérie, c'est là où il y a connivence, c'est là où les doutes sont permis. Voilà. Mais je pense que le débat, à mon avis, ne doit pas être à ce niveau-là. Là, je dois dire quelque chose d'important. Je dois finir parce que c'est très important. Mohamed Abdallah, maintenant, ce qu'il faut, son dossier n'est pas encore fermé. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'il faut agir maintenant, médiatiser au maximum son affaire pour qu'on lui garantisse au moins un maximum de visibilité pour qu'il soit traité humainement en Algérie. Une mobilisation est nécessaire aussi de la part des avocats en Algérie. Je suis confiant, je suis sûr et certain que les collectifs d'avocats vont se saisir de ce dossier. Et puis par la suite aussi, poursuivre l'affaire contre l'Espagne pour faire condamner l'Espagne pour qu'il n'y aurait pas d'autres cas par la suite. Parce que c'est aussi sur ça. Parce que si on ne fait rien, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait ce qu'on appelle un cas de jurisprudence. C'est-à-dire qu'en se basant sur ce cas-là, d'autres pays européens pourraient être tentés de faire la même chose avec des opposants qui se trouvent sur leur territoire. Et c'est pour ça que je dis que cette affaire, en réalité, vient de commencer, qu'il faut la poursuivre. Il ne faut rien lâcher sur ce dossier. Merci Karim Manitou-Slimane. Il va nous rester 45, allez, 15 petites minutes. Je vous propose de visionner cette vidéo. Al-Mara Arabiya, Qanat Shab. Voilà, El-Mara Arabiya Qanat Shab, on voulait vraiment aussi évoquer, il y a beaucoup d'interrogations. Je vais faire réagir mon confrère, mon ami Jameldine. Jameldine, tu es toujours avec nous, je pense. Oui, je suis avec vous. El-Mara Arabiya, que tu connais très bien, 10 ans maintenant, on essaye tant bien que mal, et je le disais encore en préambule, de couvrir tous les événements. On ne les couvre jamais assez, mais ça va de soi. Hier, encore une fois, on m'interpellait sur les disparus, les détenus. On a une actualité de folie, une actualité de maintenant depuis plusieurs semaines. La Covid, les feux, l'affaire Jamel avec ce qu'il y a autour. Mohamed Abdallah, je le rappelle, dont on a parlé sur cette chaîne. Mais voilà, je voulais vous faire réagir aussi, Jameldine, puisqu'il y a eu des interrogations. Encore hier, j'étais à République sur le fait qu'on n'ait pas couvert assez Mohamed Abdallah, avec tout de même une petite sévérité, j'ai envie de dire, de certains téléspectateurs et téléspectatrices, ce qui se comprend totalement, hein, attention. Alors, je vais essayer d'aller très vite pour permettre à mes amis d'avoir le même temps de parole, mais je voudrais d'abord, pour confirmer cette connivence très sournoise entre le régime algérien et certains services espagnols, rappeler aussi, en plus de l'affaire Xiaomin, ce grand leader basque qui a été assassiné par les services algériens pour le compte des Espagnols, j'aimerais rappeler aussi qu'en 2007, lors d'une grande rencontre de jeux d'échecs, une rencontre mondiale à laquelle avait été convié le lieutenant-colonel Mohamed Samraoui, ex-grand responsable du DRS qui avait livré le livre chronique des années de sang contre le régime, où il avait démontré que le terrorisme pédagogique était l'œuvre des services et de l'armée. Et donc, ils ont failli le faire extrader. Un des champions du monde de jeux d'échecs,
Mohamed Samraoui, qui était en pleine rencontre. Ils ont réussi à le faire arrêter et ils ont examiné son dossier. Heureusement, à l'époque, on avait fait beaucoup de bruit. Je remercie pour l'occasion Algeria Watch, notamment. Et il a pu finalement rejoindre sa famille. Je ferme la parenthèse. Sinon, ce qui est d'El Magharibi. El Magharibiya est un média à part. Il ne fait pas que de l'information. La plupart de ces journalistes et de sa direction militent pour la cause de la démocratie en Algérie. Et je précise, ils militent pour la cause de la démocratie en Algérie. Et j'en veux pour preuve que la chaîne ouvre ses antennes à toutes les sensibilités politiques, sans aucune exception. Et ces journalistes, pour la plupart, ceux qu'aujourd'hui certains sont en train de qualifier de tous les noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux, certains de ces journalistes ne sont pas rentrés chez eux depuis plus de 20 ans. Alors qu'on leur a fait des ponts d'or, on leur a fait des propositions mirifiques pour quitter le Magharibiya pour être du côté du régime. Le Magharibiya n'a jamais couvert une quelconque attaque contre n'importe quel Algérien, quel qu'il soit. Le Magharibiya a toujours été aux côtés de Mazloumin, quel qu'il soit. Le Magharibiya n'agit pas sur injonction du DRS ou de qui d'autre. Et je finirai par ceci seulement. J'appelle à la sagesse et à l'apaisement nos propres amis qui tombent dans ce piège grossier, cousu de fil blanc. Nous devons rester ensemble, unis contre un même danger mortel pour toute l'Algérie. Quelles que soient les ambitions des uns ou des autres, ou leur visée, ou même, j'allais dire, leur naïveté, personne n'a le droit de contribuer à aider le régime à casser le Hirak. Merci. Et El Magharibiya est un moyen puissant de ce Hirak. Merci Djamaldine d'avoir été avec nous. On aura le plaisir de vous retrouver à cette place dans quelques jours. Et c'est vrai que vous en faites partie de ces journalistes à qui on a proposé des ponts d'or. Et vous n'avez jamais changé votre philosophie, être aux côtés du peuple algérien. Il nous reste 12 petites minutes. Assia Guéchoud, je voudrais, alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais je voudrais aussi avoir un peu votre réaction. C'est vrai qu'on ne le cache pas, El Magharibiya couvre maintenant les événements depuis 10 ans. Depuis bientôt 3 ans, c'est le Hirak. On donne la parole à tout le monde. Comment vous mesurez aussi tout de même, alors vous faites appel à la sérénité, à l'apaisement, mais ça se comprend un peu, mais est-ce qu'il n'y a peut-être pas un peu de sévérité derrière un peu? Alors sachez que El Magharibiya a couvert, a tout de même couvert cette affaire. Oui, écoutez, je réitère ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'appelle à l'apaisement et vraiment à ce que les amis se parlent. Comme disait Djamaldine, ce sont la plupart du temps des amis. Donc, il peut y avoir des petits conflits entre amis. Il faut savoir se pardonner et se parler. J'appelle là à l'apaisement. Par contre, je profite justement, comme d'habitude, de votre chaîne quand vous m'invitez pour passer des messages. Et ça, c'est très important. C'est très important. Là, je voulais juste rebondir par rapport à ce que disait M. Benchenouf par rapport aux accords qu'il y a entre l'Algérie et l'Espagne. Vous avez tous entendu parler du Medgaz, qui est un gazoduc qui relie les installations algériennes entre Benissaf et le port d'Almeria, et le contrat se termine en octobre. Donc ça fait partie de l'un des chantages que l'Algérie a fait. Donc ils ont fait un chantage en fait de Mohamed Abdallah pour reconduire ce contrat, et il va y avoir d'autres chantages parce que nous avons aussi d'autres activistes en Espagne qui sont menacés. Il va falloir les protéger. Donc si nous pouvons aujourd'hui nous rendre compte à quel point leur vie est en danger et que nous mobilisons tous pour les protéger, ça serait bien. Et j'en profite aussi pour faire un appel aux avocats en Algérie, parce que Mohamed Abdallah a été présenté aujourd'hui au tribunal
à Alger et il n'avait pas de défense, il n'avait pas d'avocat auprès de lui. A priori, il n'y a aucun avocat qui a bien voulu se présenter et je les appelle parce que ça a été reporté à demain, reconduit à demain et j'appelle vraiment les avocats, s'il vous plaît, à prendre son dossier et à vous présenter parce que Mohamed Abdallah a combattu la corruption. Je sais qu'il y a des avocats en Algérie qui ont également combattu la corruption et je compte véritablement sur votre humanisme pour être debout avec lui et ne pas le lâcher, s'il vous plaît. Merci. Voilà, j'en profite. Merci Assia Gueshoud. Voilà, et lorsque vous interveniez, déjà depuis tout à l'heure, on a eu le plaisir de vous diffuser les différents moments où Al-Marabiya a parlé, a évoqué l'actualité, l'affaire de Mohamed Abdallah. Et tout ça, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook, la page YouTube de la chaîne. Messieurs, c'est une chaîne que vous connaissez bien et puis en plus moi je peux le dire d'où je viens, croyez-moi qu'ici voilà, tout est en direct, on essaye d'inviter tout le monde de tous bords et même les personnes d'ailleurs qui ont apporté des incompréhensions, là, des interrogations, parfois un mécontentement, eh bien continueront, vous êtes les bienvenus et bien au contraire parce que c'est grâce à ces remarques et ces interrogations qu'on s'enrichit sur cette chaîne-là, et c'est ça la démocratie. Idir Ounouron, ne dites pas du mal parce que vous ne reviendrez plus. Non, c'est pas le souci. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que Al-Marabi, en tout cas moi, à titre personnel, je n'ai jamais été censuré. J'ai pu défendre ce que j'estimais être juste dans ma conception de la vie, dans ma conception du pays, dans sa vision historique. Je ne partage pas, bien évidemment, certains projets comme le projet de Rachat, comme d'autres projets, comme des projets de partis politiques qui exercent en Algérie, et ça, je ne m'en cache pas. Al-Marabiya, pour moi, il ne faut pas l'oublier, a été un outil formidable au service du Hirak. Je dis bien un outil formidable. Je me rappelle des spéciales qu'on faisait, on débattait les uns et les autres, on essayait de trouver des pistes et d'entrevoir des pistes. Ce que je retiens par rapport à ce qui arrive autour, il me semble qu'on doit faire preuve à la fois, comme l'a dit Karim tout à l'heure, ou Brahim, je ne m'en souviens plus, c'est de convoquer à la fois, pas l'apaisement, parce qu'à la limite, l'apaisement n'a rien à voir là-dedans. Chacun doit se voir avec son vrai miroir. Et il se trouve que ce sont peut-être les camarades politiques, et je le dis d'une manière fraternelle, camarades politiques de M. Abdallah, injustement expulsés, on peut se l'accorder, qui sont en train de faire monter la mayonnaise sur Al-Marabiya. Moi je dis qu'on ne devrait pas, parce qu'on ne devrait pas le faire pour la bonne et unique raison, c'est qu'on interroge toujours l'histoire de manière négative. Ces gens-là étaient sur le plateau, ils avaient le temps et le loisir de défendre leurs idées, et voilà, j'ai rien à dire de plus, quoi. Brahim Younsi, un mot sur... En tout cas, la porte de cette chaîne, Al-Marabiya, m'a toujours été ouverte, sans exiger de moi quoi que ce soit. Et d'ailleurs, s'il y avait eu des exigences, je ne serais pas revenu. Tout à fait. Ceci d'une part. D'autre part, je crois que la porte a été ouverte à toutes les tendances, et toutes les tendances opposées. Nous sommes opposés dans nos choix. Même sur cette table-là, nous sommes opposés. Nous sommes opposés dans nos choix. Bon. Nous n'avons pas les mêmes orientations idéologiques avec Karim, avec Idir. Et nous les assumons fraternellement. Et absolument, avec fraternité. Or, nous qui sommes autour de cette table, savons en tout cas quelles sont les forces et quels sont les enjeux. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Et nous avons à la fois des enjeux, et on le voit à travers l'expulsion, l'extradition de Mohamed Abdallah, des enjeux de vie et de mort, mais aussi des enjeux de liberté et d'enfermement. Simplement, nous sommes tous des militants. Et nous savons que dans des régimes comme le nôtre, militer, c'est prendre des risques. Et nous avons pris des risques. Et chacun d'entre nous pris des risques d'être tués. Et nous avons des proches qui ont été assassinés à Paris et ailleurs, mais aussi des risques d'être mis en prison en France ou ailleurs.
Karim Naïtou Slimane, vous êtes exprimé dans le même sens tout à l'heure, mais peut-être pour approfondir, bon, ça va être court aussi pour vous, mais comme le temps passe vite, mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas quelque chose de plus profond, il n'y a pas un complot ou des attaques scénarisées qui viennent de plus haut que les quelques militants, et c'est tout à leur honneur que j'ai pu rencontrer hier, qui ont fait parler d'un désarroi, exprimer un mécontentement quant à la couverture d'un événement? Ben écoutez, moi, j'irai pas jusqu'à... On sait que pour le régime, El Marabiya pèse tout de même. Moi, j'irai pas jusqu'à parler de complot. Mais attaque scénarisée. Mais moi, je pars toujours d'un principe, c'est-à-dire dans un dossier, dans une affaire, je dis toujours à qui profite l'action. Hein. Faut jamais voir l'action par rapport à ses moyens, parce que la plupart des gens regardent d'où part le coup, mais oublie de regarder surtout quel est son objectif. Donc, à qui profiterait cette attaque contre El Marabiya? Je pense que c'est un service rendu de manière indirecte. Je ne pense pas que ces personnes-là servent directement le régime, ça m'étonnerait. Mais je pense que sans se rendre compte, dans l'élan de la colère, peut-être, et de l'incompréhension, ils ont rendu un service pour le régime. Parce que détruire El Marabiya, c'est détruire une voie d'opposition multiple. Parce que nous sommes ici des voix plurielles, chacun avec ses convictions, qui attaquons, qui répondons à chaque fois et qui déconstruisons, et ça c'est très important, qui déconstruisons le discours politique du régime. Par contre, il y a un élément important, c'est maintenant, il ne faut pas oublier que nous sommes toujours en ordre de bataille, pacifiquement, contre un régime totalitaire, violent, perfide, qui utilise tous les moyens de manipulation possibles. Ce pourquoi il faut absolument, et là je suis d'accord avec Brahim Youssi, ne pas perdre de vue les enjeux et les moyens. Les enjeux, on ne doit pas tirer sur un corbillard. Merci Karim Naïtou Slimane. Merci. Allez-y. Malheureusement, notez-le pour la semaine prochaine, car il a pris votre temps. Il a pris votre temps, c'est la démocratie. Vous avez 20 secondes. Je crois, absolument. Je crois que cette affaire doit nous apprendre à tous qu'il ne faut pas avoir une approche instrumentale. Instrumentaliser une révolution, instrumentaliser aussi des hommes et des femmes. Pareil, 20 secondes. Et puis, juste pour compléter ce qu'ont dit mes deux camarades, allez-y, c'est que ça participe aussi à disqualifier une chaîne qui a toujours été à l'écoute du Hirak et qui a ouvert ses portes de manière démocratique. Et j'aurais terminé. Merci. Je voudrais juste, avant de vous dire au revoir, qu'on diffuse cette image, car on n'a pas parlé ce soir de toutes ces victimes, tous ces disparus. Voilà, c'est une jeune femme originaire de El Hassan Atiani. Elle est à l'écran, elle s'appelait Yasmine Chenan. Elle a sauvé 3 femmes et 4 enfants avant de périr sous les flammes. Nous ne pouvons que nous incliner devant son geste héroïque qui lui a coûté la vie. Paix à cette belle âme dont l'humanisme manquera énormément à une société en proie à la haine et à la manipulation. Voilà ce qu'on pouvait lire sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, c'est une minorité et c'est bien de l'écouter. C'est bien de prendre ces interrogations, ces incompréhensions, ces critiques positives et négatives pour continuer à vous servir et continuer à vous proposer de telles émissions. Mais la chaîne est loin d'être détruite ou encore disqualifiée, bien évidemment. Ahmed et Abdellah, merci en régie pour la réalisation technique. Et merci à Nesrine Tourki d'avoir été avec nous, Asia Gueshoud, militante politique, Jameldin Benchenouf, mon confrère, Karim Naïtou Slimane, merci, Brahim Younsi, merci, et Edir Ounroun, vous avez clôturé le débat comme à chaque fois. Et j'ai oublié Ramadan, attention. Bonne soirée à tous, à demain soir, 18h30 pour un nouveau numéro.